Ce week-end, on fête le 5e anniversaire du musée, puisque le musée a ouvert il y a 5 ans, le 26 avril 2012. Donc on voulait marquer le coup, puisque 5 ans, on a fait beaucoup d'expositions, on a fait beaucoup d'animations. On est passé de musée de la Résistance à proprement parler, musée de la Résistance et de la déportation, à musée d'histoire, avec des expositions qui ne traitent pas forcément de la Seconde Guerre mondiale. Et on espère petit à petit traiter d'autres conflits contemporains, des conflits du XXe siècle. C'était l'occasion aussi d'inaugurer une exposition sur l'humour, sur le dessin de la Seconde Guerre mondiale, la caricature. Et du coup, on a fait un week-end centré sur le thème du dessin. On se rend compte que déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, le dessin était un outil. Alors un outil bien sûr utilisé par les pouvoirs, la politique en place pour exprimer des idées fortes. Donc là, on a des dessins au début de l'exposition de la Révolution nationale, des dessins pétainistes de propagande. Mais à l'inverse, le dessin pouvait être retourné aussi contre le pouvoir en place et utilisé par des détracteurs pour manifester une opposition. Donc on a des dessins de résistants, on a des dessins d'opprimés avec des dessins de prisonniers de guerre, des dessins de déportés. Donc voilà, le dessin était déjà un outil pour exprimer son mal-être, mais aussi exprimer une révolte, voilà, même si finalement le dessin pendant la Seconde Guerre mondiale était finalement interdit. C'est une exposition qu'on a empruntée au musée de la Résistance de Toulouse et on a essayé de l'illustrer par des dessins qui appartiennent aux collections du musée. Donc là, vous avez une série de planches qui ont été dessinées par un dessinateur qui s'appelle Socrate, dont on n'a pas retrouvé la trace, mais qui sont des véritables caricatures avant l'heure, qui expriment justement Alors c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est des dessins qui ne sont pas faciles d'accès au premier abord, mais après quand on lit un peu les cartels, on se rend compte qu'il y avait véritablement une connaissance de la diplomatie des relations internationales. Et donc sous le trait de l'humour, on comprend en fait les rapports de force qu'il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale entre les forces en pouvoir. Donc on a les grands personnages qui sont illustrés sous la forme d'animaux. Donc on comprend peut-être pas tout, mais en tout cas on rigole et on se rend compte que pendant la Seconde Guerre mondiale, on pouvait rire déjà des grands personnages politiques. Ce que je peux constater, c'est qu'il y avait des dessinateurs courageux. Parce que c'est plein de talent, en fait. Et qui n'étaient pas forcément très connus et qui ont fait des dessins au risque de leur vie. Parce qu'un dessin comme celui qui est très simple là, d'Hitler, on voit une potence, deux taches noires, on voit Hitler, c'est des dessins très forts. C'est des petits dessins, ça doit être un agrandissement, mais un dessin comme ça nous envoie en camp de concentration à l'époque. C'est une traduction vraiment de la vie de cette époque-là, de ce qui s'est passé, de l'esprit qu'il y avait aussi. Et puis aussi, c'est très optimiste quelque part, parce que on regarde les dessins, ils sont... ils faisaient ces dessins-là dans des conditions assez compliquées. Donc ils gardaient quand même un état d'esprit qui leur permettait de s'amuser et et en même temps de dénoncer un peu les situations du moment. J'essaie de faire des caricatures de personnalité en essayant de trouver le trait qui va le représenter, qui va... Voilà, c'est un jeu en fait, montrer même s'il n'est pas exact, même s'il est un peu abstrait, il faut qu'il fasse penser à une mimique, le caractère de la personnalité. Alors Hitler, par exemple, je l'ai dessiné, je l'ai mis justement dans un seau hygiénique. Oui. Il fallait écrire pour encrypter quelque chose. Et le morse, c'est une variante de l'écriture. Et ces radios, on les appelait aussi quelquefois les valises de la résistance. Et en fait, les résistants ne les utilisaient jamais parce qu'ils n'avaient pas la compétence, ni à qui est-ce qu'ils auraient envoyé des messages et quels messages. À la fin de la guerre, c'était eux qui les cachaient, qui les transportaient
pour les opérateurs venus de Londres. Petit à petit, notre public s'est diversifié. C'est vrai qu'au début, là, on avait le public des anciens combattants, ou en tout cas des enfants d'anciens combattants qui venaient par intérêt par rapport à l'histoire familiale. Et petit à petit, on a eu des jeunes générations qui sont arrivées avec la structuration vraiment d'une offre scolaire et un service pédagogique performant. On se rend compte qu'on arrive à attirer les classes, on arrive aussi à attirer les familles en dehors du cadre scolaire. Et il est important pour un musée d'histoire, de toute façon, de transmettre des valeurs aux jeunes générations.